bienvenue sur Agora. Préparez-vous à vivre une expérience hors du commun, car aujourd'hui, nous allons vous dévoiler les incroyables événements qui pourraient se dérouler dans l'espace les prochaines années. Embarquez dès maintenant pour un voyage interstellaire passionnant à la découverte des mystères fascinants de l'univers. Et avant de nous lancer, n'oubliez pas que toutes les sources utilisées dans cette vidéo sont disponibles dans la description. Êtes-vous prêts pour cette aventure intergalactique enchanteresse? Alors, en route vers l'inconnu et l'extraordinaire. Une campagne publicitaire bientôt dans l'espace. Une jeune entreprise du Canada vise à envoyer un satellite capable de diffuser des publicités dans l'espace. L'annonce a suscité des critiques vives sur internet. Mais quelles sont les informations réelles sur ce projet? Serons-nous en mesure d'observer ces publicités depuis notre arrière-cour? Pourraient-elles perturber les observations astronomiques? La société Geometric Energy Corporation, GEC, a récemment développé un CubeSat, un mini-satellite en forme de cube d'environ 10 cm de côté, capable d'afficher des images sur un écran pixelisé. Dans une entrevue avec Business Insider, Samuel Reid, le cofondateur de la société, a expliqué que ces publicités seront exposées sur l'un des côtés de ce petit satellite. Les personnes intéressées par l'espace publicitaire devront acquérir des jetons pour réclamer, localiser et concevoir un pixel spécifique sur l'écran. 5 types de jetons seront disponibles. L'un déterminera la coordonnée X du pixel, tandis qu'un autre déterminera la coordonnée Y. Deux autres permettront aux acheteurs de contrôler la couleur et la luminosité de leur pixel, tandis qu'un dernier jeton déterminera la durée de la publicité. Une fois en orbite, une mini perche à selfie sera déployée pour filmer l'affichage et le diffuser en direct sur YouTube ou Twitch. Il n'est pas encore question d'un écran d'affichage diffusant dans l'espace des publicités visibles depuis la terre ferme, du moins pour le moment. Dès l'annonce de ce partenariat entre la start-up et la firme d'Elon Musk, GEC a reçu de nombreuses critiques. Beaucoup s'inquiètent de l'intrusion de la publicité dans un espace jusqu'alors préservé des annonceurs. Coca-Cola contre Pepsi dans l'espace? J'espère que cela n'arrivera jamais, a écrit un internaute sur Twitter dénonçant ce projet d'horrible. Geometric ne mettra jamais en place de la publicité visible depuis la Terre, a essayé de rassurer son fondateur depuis Twitter. Nous ne voulons pas créer de publicité envahissante, il s'agit simplement de filmer des choses depuis l'espace et de les diffuser sur un écran enregistré. L'opacité de tout ce que Geometric fait dans l'espace est notre priorité à 100%, a-t-il ajouté. J'essaie de créer quelque chose qui permettra de démocratiser l'accès à l'espace, a avancé Samuel Reid. J'espère que les gens n'investiront pas leur argent dans des choses inappropriées, insultantes ou offensantes, a-t-il ajouté, sans préciser quel contrôle serait effectué sur les contenus diffusés. Une vision audacieuse. L'espace abritera prochainement un hôtel. Le tourisme spatial pourrait connaître un tournant décisif dans 3 années seulement, avec la possibilité de réserver une chambre d'hôtel dans l'espace. Bien que cette idée paraisse actuellement incongrue, Orbital Assembly assure que la promesse sera tenue. Les projets d'hôtel sont baptisés Voyager Station, pouvant accueillir 400 visiteurs, et Pioneer Station, avec une capacité de 28 personnes. L'objectif est de créer des parcs d'affaires accueillant hommes d'affaires et touristes, offrant une expérience de tourisme tout inclus de luxe, avec une vue sur notre planète et l'immensité de l'univers. L'idée est de rendre l'espace accessible à tous, pas seulement aux scientifiques. L'espace deviendra-t-il une destination où l'on peut travailler et télétravailler ou organiser des séminaires? C'est une possibilité. Actuellement, 2 offres d'hôtels ont été mentionnées. Pioneer Station, moins luxueux, ouvrira ses portes en 2025. En revanche, il faudra attendre 2027 pour l'inauguration de Voyager Station, l'offre de luxe proposée par Orbital Assembly. Les détails concernant le transport pour se rendre dans ces hôtels et le prix de la nuitée n'ont pas été communiqués. Cependant, certains envisagent déjà des projets de vacances pour 2025. En effet, le rêve de visiter l'espace en tant que touriste a toujours été présent chez l'homme. Aujourd'hui, seuls les scientifiques formés pendant de nombreuses années franchissent les frontières de la stratosphère. Cependant, le tourisme spatial s'est récemment démocratisé. Les 2 hommes les plus riches de la planète, Jeff Bezos et Elon Musk, se sont lancés dans la conquête spatiale. La colonisation spatiale à venir, les œuvres de science-fiction ont souvent abordé le thème de l'occupation spatiale. Mais est-ce réaliste? Et peut-on espérer coloniser l'espace dans un futur proche? De nombreux scientifiques, entrepreneurs et dirigeants politiques considèrent que la colonisation spatiale est réalisable et s'efforcent de concrétiser cette vision. Les avancées scientifiques et technologiques modernes renforcent la confiance dans ces efforts. Des études récentes menées à bord de la Station spatiale internationale ont démontré qu'il est tout à fait possible de cultiver de la nourriture dans l'espace, y compris en apesanteur. Selon la NASA, certes, les futurs colons de l'espace seront confrontés à d'importants défis tels que la protection contre l'exposition à des niveaux de rayonnement mortels, les effets sur le corps humain de la vie et du travail dans des environnements confinés et à faible gravité pendant de longues périodes, ainsi que les conséquences psychologiques de l'isolement, de la séparation d'avec la famille et la société. Mais les retombées directes ou accidentelles de la colonisation de l'espace pourraient également inclure des avancées dans la
conception architecturale, la production de carburants alternatifs, l'impression 3D, la fabrication en faible gravité, pour n'en citer que quelques-unes. La bibliothèque du siège de la NASA met à disposition de nombreuses ressources pour aider les décideurs, les scientifiques, les enseignants, les étudiants et le grand public ayant un intérêt passionné ou occasionnel dans ces domaines. Il y a également des aspects économiques à prendre en compte. Une colonie peut devenir un partenaire économique de la Terre si elle se trouve dans un endroit riche en minéraux utiles et rares, et si les coûts du transport spatial peuvent être significativement réduits. D'un autre côté, la mise en place d'une telle colonie serait très coûteuse, et les avantages économiques pourraient être contestables. Même en mettant de côté l'aspect économique, de nombreux scientifiques et astronautes, comme John Glenn, le premier astronaute américain à avoir effectué un vol orbital, sont sceptiques quant à l'idée de colonisation. Ils croient qu'au lieu d'envoyer des personnes, il est beaucoup plus rentable et sûr d'envoyer des sondes robotiques pour l'exploration spatiale. Max Polyakov estime que l'espace et les technologies spatiales devraient servir le bien de la Terre et que les ressources nécessaires à la colonisation devraient être réorientées vers la lutte contre le changement climatique et l'amélioration de l'environnement. La Terre est jusqu'à présent la seule planète parmi celles découvertes où une terraformation, c'est-à-dire de la modification des conditions climatiques pour permettre l'habitation de formes de vie terrestres, n'est pas nécessaire. Toutes les ressources disponibles devraient donc être consacrées à la préservation de notre planète. Par ailleurs, les plans actuels de colonisation de l'espace sont déjà bien avancés. Il y a des connaissances et de la technologie nécessaires pour créer un laboratoire scientifique en dehors de l'orbite terrestre. Le plus pertinent et le plus proche de la mise en œuvre est Artemis, le programme d'exploration lunaire de la NASA. Il prévoit la création d'une station orbitale lunaire d'ici 2028, sur laquelle les astronautes vivront et travailleront en permanence, à l'instar de l'ISS. Par ailleurs, la NASA n'a pas abandonné ses projets de créer une base lunaire habitable de manière permanente. C'était l'objectif principal du programme Artemis, mais en raison de difficultés de mise en œuvre, il a été reporté. La découverte récente de l'isotope hélium-3 est devenue un argument puissant en faveur de la colonisation de la Lune, car il peut servir de combustible pour les vaisseaux spatiaux ou les centrales nucléaires sur Terre. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, l'industrie nucléaire n'est pas en mesure d'utiliser l'hélium-3, car aucun réacteur n'existe actuellement pour maintenir une température d'1 million de degrés pour une réaction hélium-deutérium. De plus, la production d'hélium-3 sur la Lune reste théorique. Néanmoins, les réserves d'eau découvertes sous forme de glace sur la Lune permettent en théorie d'établir un laboratoire autonome, ou du moins un laboratoire avec des coûts de maintenance considérablement réduits. Cette eau peut également être utilisée pour produire du carburant directement sur la Lune. En plus de la Lune et de Mars, des projets sont envisagés pour coloniser la ceinture d'astéroïdes et la planète naine Cérès, ainsi que les lunes de Jupiter, Europe, Ganymède et Callisto, ainsi que Mercure et Vénus. Cependant, si les plans progressent pour la Lune et Mars, la colonisation du reste du système solaire demeure encore théorique. Selon les estimations de la NASA, établies dans l'étude Human Outer Planets Exploration, HOPE, en 2003, les sites les plus prometteurs pour la colonisation sont les satellites de Jupiter, Ganymède et Callisto. Callisto est situé loin de Jupiter et est ainsi exposé à moins de rayonnement que les autres satellites, tandis que Ganymède possède une magnétosphère qui protégerait naturellement les colons. Toutefois, la gestion des rayonnements dans l'espace demeure l'un des principaux défis de la vie en dehors de la Terre. Par exemple, sur Europe, le niveau de rayonnement de Jupiter est si élevé qu'une personne à la surface sans combinaison spatiale de protection recevrait une dose mortelle de rayonnement en seulement 10 minutes. Néanmoins, les scientifiques ont déjà élaboré des théories pour surmonter cela, que ce soit en construisant des bâtiments spécialisés résistants aux radiations, en établissant la colonie sous une épaisse couche de glace ou en créant des bulles d'air. Selon le rythme actuel de l'exploration spatiale, en particulier au cours des 10 à 20 dernières années, la plupart des enthousiastes pensent qu'avant 2100, une personne pourra atterrir sur l'une de ces planètes ou satellites et établir une troisième colonie après avoir exploré la Lune et Mars, ou au moins une station scientifique. Bien que la colonisation de l'espace reste une idée prometteuse jusqu'à présent, il est probable qu'un atterrissage sur Mars aura lieu d'ici 2040. Des plans en ce sens ont été annoncés par la NASA pour 2028, par la Chine pour 2030 et par la Russie après une mission réussie sur la Lune. Les défis majeurs de la technologie, une usine spatiale en préparation. Le défi technologique du moment réside dans la première usine en espace. Si tout se passe comme prévu, elle sera placée en orbite dans un peu plus de 2 ans. Ce projet audacieux est d'origine française et a conquis l'ensemble des acteurs majeurs du domaine spatial de la NASA au CNES, en passant par SpaceX d'Elon Musk. Cette aventure technique et industrielle vise à créer des produits à haute valeur ajoutée qui sont soit impossibles à fabriquer ici-bas, soit presque impossibles grâce au satellite usine baptisé REV1. L'usine en apesanteur est essentielle pour exploiter l'absence de gravité qu'on ne peut reproduire à grande échelle sur Terre, excepté pour quelques dizaines de secondes
dans les avions qui réalisent des vols paraboliques. 3 secteurs sont principalement intéressés par cette usine en apesanteur. Tout d'abord, l'agriculture, avec objectif d'alimenter la planète malgré le réchauffement climatique. Ensuite, la médecine, l'industrie pharmaceutique et les sciences de la vie. Dans l'espace, les cellules souches se développent, par exemple, 10 fois plus rapidement. Enfin, l'industrie qui recherche de nouveaux matériaux tels qu'une fibre optique à base de fluor, bien plus conductrice à certaines fréquences, mais difficile à produire sur Terre. Un seul mètre de cette fibre coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Les alliages produits dans l'espace, sans aucune impureté, sont proches de la perfection. La future usine en orbite aura une apparence similaire à une petite navette spatiale, étant 8 fois moins longue avec 4 mètres seulement sans ailes. REV-1 restera en orbite pendant 2 mois avant de revenir sur Terre avec sa production. Là-haut, elle s'amarrera à une structure composée de panneaux solaires pour s'alimenter, une sorte de station-service spatiale. L'espace à bord sera optimisé puisqu'aucun spationaute n'y sera présent. La société française derrière ce projet n'est pas nouvelle. Space Cargo Unlimited, qui a été cofondé par Nicolas Gomme, un des pionniers du jeu vidéo en France avec Callisto. Actuellement, il est également le responsable mondial de Microsoft pour tout ce qui concerne le domaine spatial. Grâce à sa jeune entreprise, il a déjà réussi à envoyer en orbite 12 bouteilles de Château Pétru, millésime 2000 et 320 sarments de vigne qui ont passé 438 jours dans la station spatiale internationale ISS. Le lancement du vaisseau usine REV-1 est prévu pour la fin de l'année 2025. Nettoyage de l'espace. Une mission pour éliminer les débris spatiaux débutera en 2025. L'agence spatiale européenne a sélectionné la start-up ClearSpace pour lancer sa toute première mission de désencombrement de l'espace. La cible sera l'étage supérieur d'un lanceur en orbite, avec un lancement prévu pour 2025. En effet, ClearSpace, une start-up suisse fondée par des chercheurs de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, a été choisie après un appel d'offres auquel 13 autres groupes ont participé. Elle est désormais responsable du programme ADRIOS, Active Debris Removal in Orbit Servicing, qui supervise le développement des technologies permettant le nettoyage des débris. Le problème des débris spatiaux est crucial. En août dernier, l'ESA a présenté une animation illustrant le nombre actuel de débris en orbite autour de notre planète, en fournissant des estimations quantitatives de leur quantité. Ainsi, il y a plus de 5400 objets mesurant plus d'1 mètre, environ 34 000 objets dépassant 10 cm, environ 900 000 objets dépassant 1 cm et environ 130 millions d'objets dépassant 1 mm. La mission de désencombrement de l'espace fait partie de Space 19+, une proposition de l'ESA pour obtenir un financement de la part des États membres pour les 3 à 5 prochaines années. L'objectif est de retirer un objet inactif appartenant à l'ESA et situé en orbite basse terrestre. Cela fait des années que nous étudions la faisabilité de cette mission en termes d'échéance et de coût. Au départ, le budget était de quelques dizaines de millions d'euros. Grâce à ces études, les États membres y croient maintenant, ce qui permet de lancer le programme et nous parlons désormais d'un financement de plus de 100 millions d'euros, explique Didier Schmitt, le coordinateur de Space 19+ à Numerama. L'étage supérieur du lanceur Vega a été largué dans l'espace lors du 2e vol de la fusée en 2013. Il pèse 100 kg et présente une forme simple, semblable à celle d'un petit satellite, ce qui en fait un objectif réaliste pour la mission de nettoyage. L'objectif est de le désorbiter, car il n'est plus opérationnel. Si cet objectif est atteint, l'agence pourra ensuite se concentrer sur des objets plus volumineux et envisager de capturer plusieurs objets en même temps lors de missions futures. La gestion des débris spatiaux n'est pas seulement un problème environnemental, leur présence représente également un danger pour les activités spatiales et les astronautes en orbite. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo captivante. Nous vous remercions chaleureusement de nous avoir accompagnés tout au long de cette aventure intergalactique. Vos impressions et commentaires sont les bienvenus. Si notre contenu vous a inspiré, abonnez-vous et activez les notifications en cliquant sur la cloche. N'oubliez pas de nous montrer votre soutien en laissant un pouce levé. Encore une fois, un immense merci de nous avoir accompagnés. Nous sommes impatients de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles découvertes et aventures palpitantes dans l'univers d'Agora. Restez connectés et que l'exploration continue.